Vous me pardonnerez si j'improvise un tout petit peu, mais on m'a demandé de remplacer au pied levé une autre personne qui était censée être le modérateur. Donc je m'appelle Julia Tabat, je suis membre du conseil d'administration de l'AIFM Téléthon et en tant qu'administrateur, je suis chargée de la thématique sexualité et handicap au sein de l'AIFM. Et évidemment, ça englobe la parentalité, mais pas que. Alors, vous avez eu d'autres informations sur la sexualité. Il y a plein de choses qui ont été faites à l'AIFM. Aujourd'hui, le conseil d'administration a redonné une dynamique et la conférence d'aujourd'hui ouvre cette nouvelle dynamique. Alors, vous avez 3 intervenants et je vais tout de suite lui passer la parole à Isabelle Marin qui va se présenter et ensuite on verra comment on gère. Bonjour, donc je suis Isabelle Marais, je suis généticienne et je travaille dans le service de génétique de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière où on s'occupe plus particulièrement du conseil génétique pour les maladies neuromusculaires. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Et donc on m'avait demandé de venir vous parler de la parentalité et des maladies neuromusculaires. Donc je vais vous faire le versant génétique de la parentalité et des maladies neuromusculaires. Donc il faut imaginer que quand on veut devenir parent, on va transmettre une partie de son matériel génétique. On ne choisit pas la partie du matériel génétique qu'on va transmettre. Et quand on a une maladie neuromusculaire, la question va se poser de quel est le risque de transmettre si je suis porteur d'une maladie neuromusculaire. Donc le risque de transmettre, il dépend de la maladie neuromusculaire en elle-même et est-ce qu'on connaît l'anomalie génétique ou pas. Par là, j'entends que de temps en temps, on a des maladies neuromusculaires avec des noms comme, je ne sais pas, moi, myopathie des ceintures. Le nombre de gènes impliqués dans les myopathies des ceintures est très important, avec des modes de transmission qui vont tous être différents. Et les risques ne vont pas être les mêmes en fonction de la maladie génétique ou de la maladie neuromusculaire qu'on a. Pour vous donner des exemples, il y a quand même beaucoup de maladies neuromusculaires avec un risque de transmission. Et ces risques de transmission, ils peuvent être par exemple de 50% quand on parle de maladies dominantes. Alors, je ne sais pas s'il y a un pointeur, non, ça marche pas. Je vais vous montrer avec la flèche. Donc, si on est porteur par exemple d'une maladie de Steiner, d'une myopathie facio-scapulo-humérale, de certaines maladies des ceintures, on a une anomalie sur un seul de ces chromosomes. Et quand on donne, quand on a des enfants, on donne soit l'un, soit l'autre. Donc, on a un risque de 50% de transmettre une anomalie génétique, de transmettre la maladie. Par exemple, on a des maladies liées au chromosome X. On parle souvent de maladies de Duchenne ou maladies de Becker qui sont les plus fréquentes. Et donc, quand on est une femme, on peut porter l'anomalie, avoir pas de symptômes ou peu de symptômes, et avoir 25% de risque d'avoir un garçon qui, cette fois-ci, sera malade, et 25% de risque d'avoir une fille qui sera elle-même transmettrice pour la maladie, qui peut avoir des signes ou pas de signes, et qui aura à son tour un risque d'avoir un enfant avec un garçon, on va dire, avec la maladie. Ou alors, on a des maladies récessives, et j'ai mis fréquente. Pourquoi fréquente ? Parce que le risque d'avoir un enfant atteint quand on a soi-même une maladie récessive, c'est-à-dire qu'on a 2 anomalies sur chacun des 2 chromosomes pour que la maladie apparaisse, le risque il va dépendre du statut du conjoint, c'est-à-dire est-ce que le conjoint il a une maladie, il a la même maladie, est-ce que le conjoint il est porteur ou non d'une anomalie sur ces gènes-là. Et je vous ai mis le cas de la myotrophie spinale. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont porteurs d'une anomalie dans le gène de la myotrophie spinale sans avoir de signe, c'est 1 sur 40 à 1 sur 60 dans la population générale. Donc c'est relativement fréquent. Ça veut dire que le risque de transmettre quand on a une amyotrophie spinale va dépendre du risque qu'ont son conjoint d'être porteur ou non. Et finalement, on se retrouve avec des fréquences qui ne sont pas si rares, avec un risque qui n'est pas si faible, on va dire. Donc le risque de transmettre, on le comprend en fonction de la maladie génétique qu'on a. Mais la question qui se pose, c'est transmettre quelle maladie ? Il faut imaginer qu'en génétique, les enfants ont rarement la même maladie, exactement la même maladie que leurs parents, et pourtant ils ont la même anomalie génétique. Donc avec une même anomalie génétique, on peut avoir des signes extrêmement différents d'une même maladie. Alors, je vous ai pris la plus facile pour les généticiens, qui est la maladie de Steinert, parce qu'on peut avoir, avec une anomalie dans le même gène, donc le gène de la maladie de Steinert, on peut avoir des maladies très différentes, qui vont commencer en prénatal, qui vont commencer dans l'enfance, qui vont commencer à l'âge adulte, ou qui vont commencer à un âge parfois plus avancé, ou parfois on ne peut avoir aucun signe de cette maladie.
Et donc quand on vient pour dire j'ai une maladie Steiner, j'ai un risque de 50% de transmettre, la question elle va être 50% de transmettre quoi finalement? De transmettre une maladie plus grave, de transmettre la même chose, de transmettre quelque chose de moins grave. Et ça malheureusement la génétique elle ne répond pas, on va dire, à la question ou de façon très partielle. Parce que, par exemple, dans la maladie Steiner, si l'expansion est très importante, on va vous dire il y a des chances pour que ce soit plus grave, mais on aura toujours une incertitude sur je vais transmettre une anomalie, ça on sait vous dire oui, non, mais qu'est-ce qu'on va transmettre exactement comme maladie, ça reste encore un point d'interrogation. Alors, on va survoler la question de ne pas transmettre. Comment on fait quand on a une anomalie génétique pour ne pas transmettre l'anomalie génétique à la descendance? Vous avez peut-être entendu parler du diagnostic prénatal. Alors, je passe assez vite puisque l'idée c'est quand même de laisser une part à la discussion après nos trois topos. Mais le diagnostic prénatal, c'est rencontrer un généticien, un obstétricien, si possible en préconceptionnel, discuter de faire un prélèvement sur le bébé, pas de prélèvement, quel risque quand on fait ce prélèvement. Dans quelle idée? Dans l'idée de se dire je ne poursuis pas la grossesse si cet enfant porte la même anomalie génétique. Donc vous imaginez qu'autour de ça, on a des discussions de est-ce que ça rentre dans le cadre de la loi, est-ce que ça rentre pas dans le cadre de la loi, est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est pas éthique, est-ce que c'est faisable, est-ce que psychologiquement je peux le faire, ne pas le faire, etc. Donc vous imaginez que le diagnostic prénatal soulève beaucoup de questions. Et quand on a un désir d'enfant ou de parentalité ou quand on s'imagine, etc., transmettre ou avoir un enfant, le diagnostic prénatal va quand même beaucoup perturber les choses dans la projection qu'on peut avoir pour cet enfant. Ne pas transmettre, on peut parler aussi du diagnostic préimplantatoire. Alors là aussi, je passe assez vite, mais le diagnostic préimplantatoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe par une fécondation in vitro et qu'on ne va réimplanter que les embryons qui n'ont pas l'anomalie génétique. Donc déjà, ce n'est plus une grossesse spontanée, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de problème de fertilité, c'est une fécondation in vitro. On ne passe pas par des choses naturelles, on va dire. Et en plus, entre les couples qui viennent nous voir, nous, en génétique, et un couple qui va repartir avec un enfant après une première tentative, il faut imaginer qu'à chaque étape, il peut se passer quelque chose, et on est entre 15-20% de réussite sur une première tentative. Donc ça veut dire que c'est des choses qui sont lourdes, qui sont compliquées, qui ne fonctionnent pas toujours. Et je vous ai mis autres. Il y a toujours la question du don de sperme, du don d'ovocytes, d'adoption, qui sont rarement, on va dire, des solutions choisies en première intention. Et puis je vous ai mis la dernière solution qui est ne rien faire et qui pose aussi beaucoup de questions sur comment on fait pour avoir un enfant quand on sait qu'on a un risque de transmettre une maladie, quand on sait que cet enfant il peut avoir cette maladie, quand on sait que cet enfant il va pouvoir être malade. Je crois que c'est complètement différent de ne pas savoir qu'on a une maladie et de transmettre une maladie, alors que quand on le sait, et se dire est-ce que je peux vraiment avoir un enfant sans diagnostic prénatal, sans diagnostic préimplantatoire, en sachant que je peux transmettre cette anomalie, je crois que c'est une question qui est compliquée et sans doute à débattre. Je voulais juste vous introduire une autre notion, là encore sans prendre trop de temps, mais la question de quel risque s'il existe une maladie neuromusculaire dans la famille. Là, je vous parlais des personnes qui ont eux-mêmes une anomalie génétique, avec quel risque ils ont de transmettre. Mais de temps en temps, on se pose la question, généralement quand il y a une question de parentalité ou de désir d'enfant, de quel est le risque pour cet enfant à naître si mon frère, mon père, ma cousine a une maladie neuromusculaire. Et donc, je pense qu'il faut revenir en se disant que le risque, il dépend du risque pour soi. Je vous ai juste mis un exemple d'une maladie dominante. Par exemple, on peut prendre, je ne sais pas moi, une maladie des ceintures liée à une mutation des gènes de la lamine. On a un papa qui avait la maladie, un frère qui a la maladie, et cette jeune fille vient vous voir en disant elle n'a pas de signe de la maladie. Est-ce qu'elle n'a pas de signe parce qu'elle est trop jeune, parce que c'est une maladie qui va arriver plus tard? Est-ce qu'elle n'a pas de signe parce qu'elle n'est pas porteuse de l'anomalie génétique? Et c'était pour vous introduire la notion du diagnostic présymptomatique. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de faire une prise de sang, de connaître son statut génétique, dans l'idée de se dire est-ce qu'un jour je vais avoir des signes, est-ce que j'ai un risque de transmettre à ce futur enfant, etc., etc. Et vous imaginez bien que c'est des questions qui sont compliquées, puisque
d'habitude, on vient voir un médecin pour savoir pourquoi on a des symptômes, comment on peut les guérir, pas pour savoir si un jour on aura des symptômes d'une maladie, lesquels, quand, comment et à quel âge. Et donc il y a une procédure particulière avec des consultations en génétique, des consultations avec une psychologue, un accompagnement pour éventuellement ceux qui veulent connaître leur statut génétique quand ils sont à risque pour une maladie. Alors, j'ai essayé de ne pas être trop longue. En conclusion, il y avait plusieurs choses. Il y a effectivement, encore une fois, quand on est parent, on transmet une partie de notre matériel génétique. Qu'est-ce qui se passe quand on sait que notre matériel génétique, il a une anomalie? Comment on appréhende le risque? Est-ce que 50% c'est beaucoup? Est-ce que 25% c'est beaucoup? Comment on fait quand on ne connaît pas la maladie génétique? Comment on fait pour savoir qu'il y a un risque mais qu'on ne sait pas chiffrer? L'incertitude pronostique, je pense que c'est quelque chose d'assez compliqué parce qu'on transmet une anomalie génétique, sauf qu'on ne sait pas exactement à quel signe clinique ça va correspondre, à quel âge ça va commencer, est-ce que ce sera plus grave, est-ce que ce sera moins grave. Et puis je voulais lancer aussi un petit peu l'idée que finalement avoir une grossesse quand on a une anomalie génétique ou une maladie neuromusculaire, ça veut dire que ça se prépare. Ça veut dire qu'on va voir le généticien avant, on va voir l'obstétricien avant. Ça veut dire qu'on est obligé de se poser des questions avant le début de la grossesse pour justement pouvoir préparer. Est-ce qu'on fait un diagnostic prénatal? Est-ce qu'on ne le fait pas? Comment on le fait? Dans quelles conditions? Et bien sûr, toujours garder à l'idée qu'on a la possibilité de ne rien faire. Mais qu'est-ce qu'on fait du fait de connaître ce risque quand on décide d'être parent? Voilà. On va être d'accord, on va se mettre d'accord sur une petite règle. On a assez peu de temps, donc je vais prendre une question et si on a du temps, on reviendra après. Ça vous va? Si vous avez une petite question, c'est toujours le premier qui est le plus difficile à lancer. Sinon, on enchaîne et après, vous défoulerez sur nos 3 intervenants, comme vous voulez. Petite question? Alors, on enchaîne? Non, madame? Attendez. On va vous donner un micro. Allez-y. Si l'un des conjoints a une maladie et l'autre conjoint une autre maladie totalement différente, avec par exemple 2 gènes récessifs mais pas de la même maladie, est-ce qu'il y a des risques de transmission de maladies intermédiaires ou... Alors, je ne sais pas, oui, vous m'entendez? Alors, du coup, on va transmettre une anomalie récessive si on a une anomalie dans le même gène. C'est-à-dire que pour avoir un enfant qui a une maladie récessive, il faut que l'anomalie soit la même, en tout cas dans le même gène, des 2 côtés. Si on imagine qu'il y a d'un côté une maladie récessive et de l'autre une autre maladie récessive, c'est pas pour ça que cet enfant aura la maladie d'un des 2 parents. Je ne sais pas si mon explication est claire. C'est-à-dire que si c'est des maladies différentes, le risque il est différent pour chacune des 2 maladies et il va dépendre du statut du conjoint sur le plan génétique pour chacune des 2 maladies. Je ne sais pas si c'est ce qu'elle est. Il faut qu'il aille en conseil génétique, me dit Marcella. Ouais. Je suis... Pour conclure, conseil génétique, conseil génétique, conseil génétique. On va passer maintenant la parole à Marc. Oui, bonjour. Je prends mon petit chronomètre pour être bref. Excusez-moi. Voilà. Démarque. Donc, Marc Domergue, je suis gynécologue obstétricien à la Pitié-Salpêtrière et notre service, finalement, est voué aux femmes enceintes qui ont des particularités de santé. Parmi ces particularités de santé, il y a les questions de déficience motrice et les femmes qui sont atteintes de myopathie. Mais au fond, ce que je voudrais vous raconter ici, c'est un peu notre raisonnement devant la question de la grossesse. Premier point, la grossesse, c'est 2 choses très différentes. C'est quelque chose de technique, où les médecins vont répondre ou réfléchir en termes de risque de morbidité ou de mortalité pour la mère, de risque de mortalité et de morbidité pour l'enfant.
Et puis la grossesse, c'est un secret pour personne, c'est aussi un événement familial, c'est aussi un événement social, c'est aussi l'arrivée d'un enfant à la maison, où la question qui va se poser, au fond, est comment cette famille va se construire avec l'arrivée de cet enfant. Et vous voyez que là, il y a deux modes de pensée, deux ordres de réflexion qui sont différents, qui sont indissociables. Alors, je vous propose de les aborder l'un après l'autre et d'aborder très rapidement la question de comment nous raisonnons face à la question des risques somatiques que va engendrer la survenue d'une grossesse. Et on peut les résumer d'une façon très simple. On peut dire que est-ce que la maladie, la myopathie par exemple, va avoir un impact sur la grossesse, et est-ce que l'arrivée d'une grossesse va avoir un impact sur l'évolution de la maladie? Prenons la question de l'arrivée de la grossesse a-t-elle un impact sur l'évolution de la maladie? Très souvent, on ne sait pas répondre à une question fondamentale. Est-ce que le fait d'être enceinte va changer le long terme? On ne sait pas bien parce que le nombre de maladies différentes est très grand. On n'a pas de grande cohorte de personnes semblables au départ qui ont ou qui n'ont pas des grossesses, etc. Donc ça, on a du mal à répondre à cette question. En revanche, on sait qu'à court terme, la survenue d'une grossesse peut avoir des conséquences, on va dire, sur les problèmes pratiques liés à la maladie. L'exemple typique, c'est qu'une femme qui est enceinte, elle va être plus lourde, donc elle va être moins mobile, que les questions respiratoires peuvent changer. Il peut arriver qu'on ait une ventilation non invasive avant la grossesse et que pendant la grossesse, on ait besoin d'une ventilation invasive. Voilà des exemples tout à fait simples de choses où on peut être un petit peu embêté du fait de la survenue d'une grossesse. Et puis, l'autre aspect, c'est l'impact de la maladie, de la myopathie, sur la grossesse et la périnatalité et la parentalité. Typiquement, il y a la question des médicaments. Il y a un certain nombre de personnes qui prennent des médicaments, il faut donc à l'avance avoir fait un petit point de bibliographie, interroger les bases de données sur l'éventuelle toxicité de ces médicaments. Et vous savez que les médicaments peuvent être gênants de plusieurs façons pendant la grossesse. Ils peuvent être gênants parce que certains médicaments sont associés à un risque de malformation, finalement pas beaucoup de médicaments. Ils peuvent être gênants parce que certains médicaments vont avoir une interaction, souvent pas très grave d'ailleurs, avec le développement in utero de l'enfant. C'est l'exemple des bêta-bloquants par exemple, et de la croissance fœtale. Et puis, les médicaments peuvent être à l'origine d'une imprégnation de l'enfant. Par exemple, les médicaments contre la douleur qui peuvent faire que l'enfant est un peu endormi au moment des premières heures ou des premiers jours de vie, et puis qu'ensuite il y a quelquefois un syndrome de sevrage. Mais au fond, tout ça est généralement assez bien maîtrisé. Donc il y a l'aspect médicament. Il y a un deuxième aspect, c'est l'aspect oxygénation. C'est fondamental quand on est enceinte d'apporter suffisamment d'oxygène à son enfant pour qu'il puisse se développer. C'est un aspect un peu agaçant pour les personnes, parce qu'il arrive que cela nous pousse à faire une étape de plus dans la ventilation pour les gens qui ont une insuffisance respiratoire, et la prise en charge pneumologique est très importante à négocier au cours de la grossesse. Et ça, on pourra en discuter si vous le voulez. Il y a des questions d'impact de la myopathie, si on parle des myopathies, sur le mode d'accouchement dans certains cas. Il arrive que les personnes soient de très petite stature, par exemple, et que la question de l'accouchement par voie basse ou par césarienne se pose. Il arrive au contraire que les personnes aient une stature relativement grande, soient bien mobiles au point de vue des hanches, même si c'est passivement, et qu'on puisse tout à fait accoucher par les voies naturelles. Il va y avoir un impact sur la qualité de l'analgésie pendant le travail. Si vous avez 2 grandes tiges dans le dos parce qu'on vous a traité de votre scoliose, ou que vous avez des interventions complexes du rachis, ça peut poser un problème pour nos collègues anesthésistes, et ils peuvent quelquefois ne pas être capables de faire une anesthésie loco-régionale. Si vous avez quelque chose qui n'est pas une myopathie, mais qui est par exemple une malformation primitive de la moelle, une moelle attachée bas et toute cette famille de maladies, on peut être dans une situation où les collègues anesthésistes vont être
inquiets de la réalisation d'une anesthésie loco-régionale, même s'il n'y a pas de matériel, parce qu'ils vont craindre de blesser la moelle. Et pour continuer dans les histoires d'anesthésie, si par exemple pour des raisons diverses, vous avez une atteinte de la face, vous avez une petite bouche, des difficultés d'extension, etc., du coup, il peut y avoir des enjeux anesthésiques en cas d'anesthésie générale. Donc vous voyez, là encore, tout un retentissement possible, mais qui n'est envisageable que, bien sûr, au cas par cas. Il peut y avoir des complications aiguës. On parlait des complications respiratoires, par exemple, et il faut avoir présent à l'esprit que si des complications aiguës surviennent pendant la grossesse, cela peut aboutir à une naissance prématurée, parce qu'on va devoir arrêter l'évolution de cette grossesse et faire naître l'enfant, ou parce que le travail va se faire spontanément, parce que la nature n'est pas si mauvaise. J'ai souvenir à plusieurs reprises de patientes dont l'insuffisance respiratoire s'aggravait en cours de grossesse, qu'on trachéotomisait et qui, le surlendemain, perdaient les os, entraient en travail, etc., ce qui n'était pas forcément d'ailleurs des catastrophes. Donc, impact de la maladie sur la grossesse, voilà des exemples. Et puis longtemps, j'ai cru qu'il n'y avait pas de vie après la naissance, et je me suis rendu compte que ça n'était pas vrai, et qu'il ne suffisait pas d'amener les personnes en bonne santé, vivante, avec un enfant vivant et bien portant, mais qu'il allait y avoir derrière le retour à la maison. Comme je suis un vieil homme du XXe siècle, j'ai probablement pas assez participé aux tâches domestiques vis-à-vis des enfants, ce qui fait que je n'avais pas tout de suite compris que c'était un problème. Et nos patientes nous ont dit, les gars, vous êtes sympas, mais vous n'avez absolument rien prévu du retour à la maison. Et effectivement, et ça nous a amené à entrer en contact avec des collègues comme l'équipe d'Edith Toye du SAPPH, qui met en place tout un processus dit de puériculture adaptée, au fond qui consiste à aider les personnes à se rendre compte qu'elles ont beaucoup plus de capacités qu'elles imaginaient, à réfléchir à comment adapter l'environnement et à faire toutes sortes d'exercices de simulation finalement sur des poupons qui sont très réalistes. Moi, ils me font un peu peur quand je les vois parce que j'ai l'impression qu'ils sont vivants. Mais bon, voilà. Donc, une vie après la naissance et la question pratique de la parentalité. Donc, voilà un petit peu, en quelques mots, comment, d'un point de vue obstétrical, on peut décrire notre raisonnement face à la question de la grossesse et de la parentalité au tout début, parce qu'effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait une vie après la naissance. Un jour, il faudra que je me rende compte qu'elle continue après les 3 mois de l'enfant, et ça, c'est encore une autre paire de manches. Mais peut-être que ma collègue, elle, qui connaît les enfants un peu plus vieux, pourra nous en dire plus. Voilà, je vous remercie. Allez, une petite question, et je vous promets, on reviendra à la fin quand il nous restera encore un peu de temps. Non ? Ouais, je vous promets, il n'est pas méchant, Monsieur Domergue, il ne mord pas. Vous pouvez poser les questions que vous voulez. On passe au dernier intervenant. 1 fois, 2 fois. Allez, 3 fois. Marcella ? Alors, bon, je vais me rapprocher un peu parce que je vous sens un peu loin. Donc, je suis Marcella Garjoulot et je suis psychologue clinicienne. Je travaille à l'Institut d'hémiologie depuis un certain nombre d'années. Et ce que je voulais vous dire, parce que parler de la parentalité et l'on dit la situation d'handicap, c'est un sujet qui nous demanderait du temps. Donc, je vais tout simplement ouvrir quelques questionnements. La première chose que je voulais vous dire, c'est que quand on va sur les bases des données
pour essayer de chercher des articles sur les parents en situation de handicap avec leurs enfants, et qu'on tape ces mots-clés que vous voyez là, par exemple femmes handicapées, grossesse, parentalité, il y a très peu d'études, très peu d'écrits sur la question. Voilà. Si on les tape en anglais, on arrive à peu près au même résultat. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Ça veut dire que, pour le moment, la question des parents en situation d'handicap qui souhaitent avoir un enfant, c'est pas quelque chose qui est rentré encore dans les pensées à la fois de la société et à la fois des personnes qui étudient, qui écrivent et qui publient. Regardez un peu, quand on tape ces mots dans des bases de données très généralistes, on peut avoir 1 ou 2 articles des parents en situation de handicap, et on arrive tout de suite à des enfants en situation de handicap. Vous me suivez? C'est-à-dire qu'on veut chercher qu'est-ce qui se passe du côté des parents, et on arrive tout de suite à l'enfant lui-même en situation de handicap. Et ça montre bien que c'est quelque chose sur lequel il va falloir encore faire des progrès et continuer à réfléchir. En anglais, c'est à peu près la même chose. Alors, bien sûr que les choses changent. Et il faut situer, Marc Domergue l'a dit tout à l'heure, il y a eu des pionniers dans la réflexion de la parentalité chez des personnes en situation de handicap. Et Marc Domergue a cité les travaux d'Edith Thuey et Michel Soulet, sont des pionniers dans cette réflexion, mais ils ont travaillé avec des femmes aveugles. Hein. Ça date déjà des 2 décennies, hein, leurs travaux. Mais c'était centré sur les femmes avec un handicap sensoriel. Les nouveaux pionniers dans le domaine des maladies qui nous intéressent ici, qui sont les maladies avec un handicap moteur, sont ceux que vous voyez dans cette photo. Donc Marc Domergue qui vient de vous parler avec toute son équipe, Daniel Vautier et tous les autres, sont des pionniers puisqu'ils ont créé à la Pitié-Salpêtrière la première équipe qui reçoit des parents, des femmes en particulier, qui sont malades et qui souhaitent avoir un enfant. Et tant qu'ils n'existent pas, je vous assure que quand une patiente venait et disait en consultation qu'elle voulait un enfant, les médecins, ils étaient très inquiets. C'est-à-dire que la création de cette consultation a modifié profondément la manière d'accueillir, dépenser la question du désir d'enfant chez les personnes en situation de handicap moteur. Ça, c'est le centre que Marc Domergue vous a décrit et qui est un lieu précieux où les parents peuvent venir recevoir des conseils et des aides techniques pour les aider à penser, à anticiper les difficultés qu'ils vont rencontrer lorsqu'ils rentreront, comme disait Marc Domergue, à la maison avec leur bébé. Et ils ont créé un espace où les parents, avec des poupons et parfois même des bébés, des vrais bébés, ils peuvent pratiquer et faire les mouvements et essayer les aides techniques qui leur sont proposées. Donc c'est un lieu absolument essentiel pour penser à la question de la parentalité. Ça, c'est pour montrer qu'aujourd'hui, quand on tape parents en situation de handicap et parentalité, il y a beaucoup de photos qui apparaissent. En 2010, quand j'ai commencé à m'intéresser à la question, il n'y avait qu'une seule photo. Et c'était une femme américaine qui avait été traitée par thalidomide et qui n'avait pas des bras et des jambes, mais ce n'était pas du tout une personne atteinte d'une maladie neuromusculaire. Donc vous voyez, là, on est rentré dans une autre période. Je voulais souligner
un document qui peut être tout à fait intéressant à consulter, qui est le rapport de 2012 du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Je ne veux pas le lire complètement, mais je vous invite à tous ceux qui sont intéressés sur cette question à lire les chapitres 8 sur la vie affective, la sexualité et la parentalité. Et entre autres, cet écrit souligne le choix libre et éclairé de la personne handicapée en matière de parentalité doit être garanti. Les comités rappellent que les choix des personnes handicapées en matière de parentalité concernent aussi bien le désir d'enfant que la contraception, l'assistance à la procréation ou encore l'adoption. Et, point essentiel, le handicap ne peut constituer un motif de refus à la parentalité. Alors, la question qu'on se pose, et là je vais parler en tant que psychologue, n'est-ce pas, et que vous vous posez probablement, est la suivante. Comment une maman qui est elle-même en situation d'handicap, qui peut avoir des difficultés motrices, elle peut accompagner son enfant pour qu'il puisse grandir et se développer le mieux possible. Donc on peut se poser deux questions. Comment le potentiel d'un enfant se déploie lorsque les difficultés motrices de la mère empêchent certains soins maternels? Ça, c'est une vraie question. La deuxième, peut-on craindre des carences et une discontinuité dans le sentiment continu d'exister du bébé? Alors, je vais aller très vite pour qu'on ait le temps d'échanger, mais je vais vous proposer un début des réponses. Donc, il y a un pédiatre anglais qui était un psychanalyste très connu qui s'appelle Winnicott. Alors, Winnicott a inventé un concept qui est le concept de la mère suffisamment bonne. Vous voyez que ce n'est pas la bonne mère, hein, c'est la mère suffisamment bonne. Parce qu'il disait bien qu'il ne fallait pas être une bonne mère, surtout. Parce qu'il y a un risque d'être une bonne mère. Il faut être seulement suffisamment bonne. Et la mère suffisamment bonne a trois fonctions. Et donc, on va réfléchir à la question du handicap à la lumière de ce que disait Winnicott. La première fonction, c'est les holding. Qu'est-ce que c'est l'holding? C'est la fonction de maintien de la mère qui porte son bébé, attention, physiquement et psychiquement. C'est-à-dire que même si on ne peut pas le porter avec ses bras, on peut porter un enfant psychiquement. D'accord? Il y a plusieurs fonctions, mais j'attire votre attention sur deux d'entre elles. L'autre fonction de la mère suffisamment bonne, c'est la capacité de la mère de présenter au bon moment ce dont le bébé a besoin. Par exemple, un objet, lui montrer, l'ouvrir au monde, lui pointer des nouveaux objets. C'est aussi la façon dont la réalité extérieure est présentée à l'enfant. Cela concerne les mondes, les objets, mais aussi les personnes, les lieux. Cela permet à l'enfant de s'approprier et d'utiliser les objets. Donc, la mère suffisamment bonne est dévouée à ces fonctions. Donc, on peut se poser la question, comme je disais tout à l'heure, est-ce que quand on est en situation d'handicap moteur, on ne peut pas remplir ces trois fonctions? En tout cas, mon expérience clinique et le travail que j'ai fait depuis une vingtaine d'années avec des mamans qui sont en situation d'handicap et qui ont des enfants me permet de vous dire que les fonctions de cette mère suffisamment bonne est tout à fait possible. Même lorsque, sur le plan moteur, on est limité dans ces mouvements. Maintenant, à nous tous d'échanger sur ces sujets.
Merci. Comme nous avons été très brillants et impeccablement timés, nous avons du temps pour échanger avec vous, pour que on puisse enrichir le débat, se poser des questions, partager des expériences. Oui. Ah mais allez-y. Tout à l'heure, vous avez parlé de certains soins prodigués par les mamans qui sont difficiles. Je me demandais de quel genre de soins il s'agissait. À qui? Quand, je sais plus Pour, qui pour l'a dit. que la maman s'occupe de son bébé? Voilà, quand la maman s'occupe de son bébé, je crois que c'est vous qui avez dit qu'il y avait des soins qui étaient difficiles à prodiguer à l'enfant par la mère. Je me demandais si vous aviez des exemples. Bien sûr, je vais vous donner des exemples très, très simples. Si on prend une des façons de raisonner ce truc-là, c'est dire c'est quoi finalement les besoins fondamentaux d'un nourrisson, hein. Eh ben, le nourrisson, il faut le nourrir. Pour le nourrir, il faut arriver à rendre le sein disponible. Si vous avez des difficultés motrices, ça peut être compliqué de rendre le sein disponible. Mais c'est néanmoins possible. Souvent, il y a des questions d'asymétrie qui se posent aussi. Imaginez que vous êtes, alors ça c'est pas le cas des myopathies, mais que vous êtes hémiplégique, en tout cas qu'il y a d'un côté on va faire d'une façon, de l'autre il va falloir trouver une installation. Donc premier besoin fondamental, nourrir le bébé avec 2 étapes, rendre le sein disponible, ou préparer le biberon si on est un monsieur, et caler le bébé de façon confortable. Donc, vous voyez que là on voit tout de suite le truc matériel. Deuxième besoin d'un bébé, c'est le câliner. Souvent, il va falloir besoin de... Ça, finalement, c'est très important et c'est toujours possible. Mais il va falloir trouver un moyen de portage pour que cet échange corporel puisse se faire. Et les nouveau-nés sont très inventifs aussi de leur côté. D'accord. Est-ce que... Et il faut parler et communiquer avec la voix et le regard. Un truc très simple, vous êtes dans un fauteuil électrique. Si votre bébé est à plat devant vous, vous n'allez pas accrocher son regard. S'il y a quelques degrés, le regard va pouvoir s'accrocher. Donner le bain, enfin vous voyez, dans chaque truc, c'est au fond la fonction s'occuper soi-même d'une tierce personne qui est un bébé. Et ça, soit dit en passant, comprendre qu'une personne en situation de handicap va être elle-même dans une fonction de s'occuper d'autrui, c'est quelque chose qui n'est pas dans les cadres de pensée. Mais sur les trucs pratiques, est-ce que ça répond à vos questions? Voilà. Est-ce qu'on peut voir... alors je ne sais pas si elle est encore là. Il y avait une jeune dame avec une... Vous pouvez vous avancer, madame? Venir. Vous pouvez venir? Oui. Parce que voilà, c'est une réponse très, très pratique, là, pour le coup. Venez. Voilà, on va se tourner. Voilà. Alors, vous voyez, on parlait de comment positionner son bébé sur les genoux quand on est dans un fauteuil, par exemple. Alors là, c'est un fauteuil manuel, mais pour un fauteuil électrique, on va travailler de la même manière. On va essayer d'enlever les obstacles pour pouvoir porter. Puis là, vous avez un système parfait. C'est vrai qu'il y a des gestes qu'on ne va pas pouvoir faire. On va toujours, je pense qu'une maman va toujours trouver le moyen de s'occuper de son enfant d'une façon ou d'une autre, même si ce n'est pas de la façon classique, ou même pour les bains qui ne vont pas être possibles à un certain moment. Le fait d'avoir une présence, d'être là, ou juste de toucher du regard, ça va suffire. Et on va quand même voir l'amour dans les yeux de son enfant. Et oui, donc le système de portage, il faut savoir que moi j'ai à peine 1 kilo de force dans les bras. Ça m'était impossible de porter mon bébé, ça m'était impossible de le rattraper s'il tombait. J'ai créé ce petit système qui permet de rouler avec le fauteuil sans avoir à tenir le bébé. Il y a une partie haute aussi qui me permettait de le transférer. Donc il faut savoir que je ne peux pas le porter. Je m'en suis occupée jusqu'à l'âge de 2 ans et je l'ai transporté sans jamais soulever son poids.
c'était impossible de soulever son poids. Et donc au départ, je m'en occupais sur une table, mais il a fallu trouver la solution pour sortir de cette table. Et elle n'existait pas, donc il a fallu que je la cherche. Mais une maman sait toujours comment mettre son enfant en sécurité, je pense. Et c'est quelles limites elle va avoir, mais c'est pas pour autant que l'enfant va en souffrir. Il en est conscient, et même moi, je sais qu'à certains moments, même tout le temps, il a toujours été conscient de la maladie. Et il m'a aidé dans les mouvements, même tout bébé, même avant l'âge de 3 mois, avant l'âge de 6 mois, il aidait à sa façon, il donnait la force manquante, je donnais l'impulsion, il s'asseyait, il donnait la force qui manquait pour s'asseoir. Mais c'est important Je pense qu'il ne faut pas douter du fait d'être une bonne maman, on sait toujours comment on va arriver à être une bonne maman. Je retiens une chose, on arrivera toujours à être une bonne maman, ça c'est vrai. Et ça rejoint ce que nous, on a capitalisé aussi comme expérience à l'AIFM, de savoir que le bébé va s'adapter et va vous aider. On a vu des bébés qui étaient très agités quand ils étaient dans les bras du parent qui n'était pas atteint. Et quand on les mettait sur les genoux de la maman qui était porteur de handicap, le bébé devenait tout calme. Il s'arrêtait de gigoter dans tous les sens. Comme s'il avait compris que là, il ne pouvait plus bouger, il ne pouvait pas faire comme tout le monde parce que la maman ne pouvait pas le retenir. C'est quand même magique, ça. La vie est bien faite. Allez, une autre question ? Petite question ? Moi, de mon côté, juste en face de vous, Julia. J'ai une question pour madame à ma gauche, qui se demandait justement, après l'accouchement et le retour à domicile, s'il y avait quelles aides humaines étaient possibles, justement. Alors, c'est une vaste question. Allez, Marc. La réponse est très facile. Du point de vue de la MDPH, 0. 0, parce qu'elle vous dit, mais est-ce que le bébé a un handicap ? Non. Alors, il n'a pas d'aide. On a un petit problème. J'espère qu'on va pouvoir faire changer les choses et qu'on va pouvoir enfin, dans les activités qui doivent être compensées, il y aura l'activité des soins apportés à son enfant. Mais jusqu'à maintenant, on se heurte, et c'est extraordinairement désagréable, à une incompréhension complète des instances qui distribuent les aides. Alors quelquefois, on arrive à gagner un petit quelque chose dans la tierce personne en prétendant qu'il y a eu une aggravation, bon, qui est quelquefois vrai, mais dans l'activité s'occuper d'un enfant, on nous dit, vous n'aurez rien. Voilà, en gros, c'est très simple. Ça fait partie, là je reprends ma casquette administrateur politique militante, allons-y, casser les figures des gens qui ne comprennent pas. Ça fait partie des revendications qui sont portées par l'AIFM. C'est drôle, Marcella, que tu aies cité le CNCPH. Il se trouve que je faisais partie de la commission qui a rédigé le texte qu'elle vous a présenté. Ça fait longtemps qu'on milite et on militera encore jusqu'à ce qu'on ait gain de cause pour que la parentalité fasse partie des plans de compensation et qu'on puisse enfin être une femme, une maman, une citoyenne comme les autres. Voilà. Bonjour, désolée d'être arrivée un peu en retard, j'étais à une autre conférence avant. Peut-être que vous en avez déjà parlé, mais en fait j'aimerais bien savoir, peut-être qu'un jour j'aimerais bien avoir un enfant, parce que j'ai mon petit copain qui est juste derrière moi, pas très loin. Mais voilà, je voulais savoir si on pourrait faire des péridurales avec une arthrosèse, et si c'est pas possible, quelles sont les alternatives, quoi. Marc. C'est vraiment une bonne question. Hein. C'est vraiment une bonne question. Alors, la question c'est, quand on a une arthrodèse, est-ce qu'on peut bénéficier d'une anesthésie péridurale ? D'abord, j'ai du mal à vous répondre parce que je ne suis pas anesthésiste. Donc, on va dire que c'est vraiment dépendant des conditions locales, de qu'est-ce qu'il y a exactement, de à quoi ressemble le dos. Mais en gros, si c'est tout barré et que l'anesthésiste dit en regardant l'imagerie qu'il n'a pas un endroit pour passer, il n'a pas un endroit pour passer. Bon, ça c'est une première réponse.
Est-ce qu'il y a des alternatives? Oui, il y a des alternatives, puisque depuis des millénaires, les femmes ont accouché avant l'invention de l'anesthésie péridurale. Donc il y a une première alternative qui consiste à avoir mal. Bon, ça, vous allez me dire, c'est pas génial. Il y a une deuxième alternative qui consiste à prendre des médicaments contre la douleur, des morphiniques dans des pompes à auto-administration. C'est loin d'être aussi bien qu'une anesthésie péridurale, mais ça diminue la douleur, donc c'est un peu mieux. La seule consolation qu'on peut avoir, c'est que on va plus vite peut-être se sentir comme avant après avoir accouché, mais enfin, il faut bien reconnaître que le confort n'est pas le même, quoi. Je suis obligé d'avouer. Voilà. Alors il faut en revanche, la préparation psychologique est extrêmement importante, parce que dans la maîtrise de la douleur, il y a tout un aspect qu'on a oublié aujourd'hui parce qu'il y a les anesthésies péridurales, mais il y a tout un aspect de préparation à la fois mentale et corporelle qui peut aider aussi. Voilà. Une toute petite chose là-dessus, il y a l'hypnose qui peut aider beaucoup dans la préparation et à gérer la douleur et la question de la douleur, notamment aussi lors de l'accouchement. Allez, on a encore le temps pour 2 petites questions, 2 petits échanges. Oui, madame. Je voudrais savoir, on a beaucoup parlé des mamans et des grossesses. J'aimerais savoir, quand c'est l'homme qui est atteint d'une myopathie, est-ce que les risques de transmission sont les mêmes que quand c'est la maman ? Alors, le risque de transmission, il dépend de la maladie neuromusculaire et pas forcément, il y a des petites différences, mais pas forcément du sexe du parent transmetteur. Donc oui, quand c'est un monsieur qui a une maladie neuromusculaire, en fonction du type de maladie neuromusculaire, il peut y avoir un risque de transmission. C'est pour ça que, je dirais, le conseil qu'on donne de façon un peu globale, c'est s'il y a un désir d'enfant, si la question se pose, venez en génétique et à ce moment-là, on discutera de est-ce qu'il y a un risque, est-ce qu'il n'y a pas de risque, lequel, et éventuellement, qu'est-ce qu'on peut faire. Conseil génétique, conseil génétique, conseil génétique, conseil génétique. Je Vous crois aurez que compris que c'est important. Non, au-delà de la blague, c'est vraiment primordial. Je me souviens de mes tendres années et de mes jeunes années de militante, au temps où j'étais toute petite, où on venait d'identifier le gène de l'amyotrophie spinale, puisque c'est la maladie qui me concerne. Le conseil génétique, c'était vraiment quelque chose pour nous de nouveau et qui nous ouvrait des perspectives incroyables. Alors certes, DPN, DPI, c'est lourd, c'est compliqué, mais avant, on n'avait vraiment rien. Et la loterie, bon, chacun jouait avec sa chance, c'était un peu compliqué à gérer là. Là, on a d'autres outils et franchement, allez-y quoi. Allez-y. On s'est battu aussi pour que ce soit possible. Allez-y. Désolée, je suis très bavarde. Cette fois, j'ai une question. En fait, tout à l'heure, on a dit que le mieux, c'était de commencer à y penser avant de faire notre enfant. Combien de temps à l'avance, à peu près? C'est très simple. Avant d'arrêter sa contraception, pour faire une réponse du même style que le canon qui met un certain temps à se refroidir, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect génétique, ça c'est vraiment un des aspects, puis il y a l'aspect pratique, obstétrical, l'évaluation des risques, etc. On voit arriver, alors je pense que c'est pareil en génétique, mais en préconceptionnel, des gens qui ont pas un projet de grossesse à court terme, mais qui se posent la question, des jeunes qui se disent, oui, mais si un jour la question se posait, comment ça se passerait? Donc, dès qu'on a envie, dès qu'on se pose la question, eh ben, il faut y aller. Et puis, hein, faute de parler, on meurt sans confession. Alors, on va peut-être prendre une dernière question. Ça sera la dernière. Ouais. Après, on va être obligé de Malheureusement, après, on sera mis dehors. Oui, bonjour. En fait, c'est pas une question, c'est plutôt un témoignage. Moi, ça fait 20 ans que je suis maman. Donc, j'ai commencé par le conseil génétique, comme vous dites. On m'a dit que je ne transmettais pas la maladie, donc j'ai foncé. Je ne me suis pas posé la question.
Mais je peux vous dire que n'ayez pas peur, en fait. Même si on est en fauteuil, on peut être une très bonne mère. Et à peu près. Et que, en fait, on s'adapte. Et puis l'enfant s'adapte aussi très vite. Moi, très vite, mes enfants grimpaient sur mon fauteuil, enfin très vite, quoi. Et je pense qu'ils ont eu une enfance normale et puis que maintenant, ce sont des adultes et adolescents, enfin épanouis. Je trouve qu'en fait, on se partage les tâches. Comme disait tout à l'heure madame, il faut être présent. Moi, je ne pouvais pas prendre le bain, mais j'étais toujours présente quand on prenait le bain. C'était toujours moi qui lui donnais le biberon parce qu'il y a des choses que je ne pouvais pas faire. Donc on se relayait avec mon mari, on a été très complémentaires et ça s'est très bien passé. Complémentaire comme pour n'importe qui. Ben voilà, Ouais. exactement. Bon, merci madame. Voilà. Merci à vous d'être venus, de nous avoir écoutés, d'avoir participé. Et puis, conseil génétique et n'ayez pas peur. Hein.